C'est mieux comme ça? Donc j'ai passé 2 ans de ma vie à réfléchir intensément pour répondre à une seule question. C'est-à-dire 2 ans pour une seule question, c'est long, mais cette question elle est extrêmement importante. Et j'ai arrêté sur les recommandations de ma famille parce qu'en fait, au bout de 2 ans, j'avais à peu près cette tête-là. On m'a dit maintenant, t'arrêtes de voyager, t'arrêtes de réfléchir, il faut passer à autre chose. Et cette question, quelle est-elle? Cette question, elle est très simple à poser. Il faut répondre, c'est un peu plus compliqué. C'est quelle est la différence entre un excellent commercial et un bon commercial? Non, je ne parle pas d'un moyen, hein, je parle d'un bon. Quelle est la différence entre un excellent et un bon? C'est une question que se posent évidemment tous les commerciaux, tous les directeurs commerciaux, que se posent tous les directeurs marketing. Qu'est-ce qui fait la différence? Et alors, en voyageant et en posant beaucoup de questions et en interrogeant beaucoup de monde, j'ai eu essentiellement cette réponse. Ce qui fait la différence, bah, c'est le talent, quoi. Hein? J'ai mis cette image parce qu'il y en a un qui m'a dit, moi, je suis l'Usain Bolt de la vente. Ah, si Usain Bolt de la vente, ouais, ok. Alors, bon, je suis quand même allé voir Usain Bolt, hein, si vous voulez. Je sais pas si ça va fonctionner. Ouais. Et Usain Bolt, vous savez que c'est un grand champion, mais avant de gagner les JO à Pékin, 2 ans avant, il avait perdu sur championnat du monde. Et donc là, il a dit, je vais changer. Et il s'est mis à travailler beaucoup. Donc je vous ai mis quelques images assez juste pour vous inspirer avant le déjeuner. Mais on voit bien que c'est pas que le talent, Usain Bolt. Mais si c'était que le travail, ça se saurait. On serait tous des Usain Bolt, d'accord? Donc c'est pas que le travail et c'est pas que le talent. Alors, j'avais toujours pas, au bout de quelques temps, j'avais toujours pas de réponse à ma question. Parce que le talent, moi, ça me suffit pas, si vous voulez, comme réponse. Ça peut pas suffire un directeur commercial, ça peut pas suffire un directeur marketing. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait recruter que des gens talentueux, ce qui est évidemment limité, parce que vous savez que les très très bons dans une boîte, c'est environ 10% de l'effectif aujourd'hui. Vous regardez vos chiffres en newbies, en B2B, en B2C, 10% du newbies est fait pardon, 80% du newbies est fait par 10% des commerciaux, en moyenne. Donc la vraie question, c'est comment je fais pour que mes moyens ils aillent chercher les meilleurs? Et en réalité, il faut remonter d'un cran. Et ce cran-là, c'est cette question qui est essentielle, qu'est-ce qu'il faut qu'un commercial crée pour vendre? D'ailleurs, c'est un truc qui est essentiel parce que c'est pas vrai que d'un commercial. C'est une notion qui, si elle n'existe pas, il n'y a pas d'entreprise florissante, il n'y a pas d'économie qui se développe, il n'y a pas de couple qui résiste, il n'y a pas d'amitié qui dure. Qu'est-ce que doit créer le commercial pour vendre? Pardon? L'émotion. Ouais. Non, pour créer l'émotion. Non, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut? Merci, monsieur. La confiance. Évidemment. Si il ne crée pas la confiance, il n'y a pas de vente. Vous n'allez pas acheter à quelqu'un dont si vous vous méfiez. Hein. Ou alors, il va falloir beaucoup d'avocats, des contrats, et encore. Et alors, évidemment, cette confiance, une fois qu'on l'a dit, c'est bien, mais quelle confiance il faut créer? Et en réalité, il faut créer la confiance à 3 niveaux. Confiance dans l'entreprise. Est-ce que j'ai confiance dans l'entreprise que vous représentez? Confiance dans le produit ou dans la solution que vous me proposez? Et évidemment, confiance dans la personne, dans le vendeur qui me vend. Et alors, c'est là où ça devient intéressant. Très bien, 3 niveaux de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais remonter d'un cran en disant, mais quand vous discutez avec les gens du marketing, avec la direction commerciale, avec la direction générale d'une boîte, et que vous leur demandez, vous leur posez une question toute simple, hein, quel est votre avantage concurrentiel qui va permettre de créer la confiance, de faire la différence? Dans 99% des cas, qu'est-ce qu'on me répond? Évidemment, on est les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on a la meilleure qualité, produit ou service. Sous-entendu, les autres, c'est un peu moins bien. On est super professionnels. Comment j'ai entendu? Nous, on est vraiment des experts. Hein. Les autres, non. Hein. Le design, on a une qualité de design, vous voyez, qui ne peut pas être reproduit dans les 3 mois dans n'importe quel pays asiatique, bien sûr. On a un sens du service. Ah oui, nous, on est proche du client. Ça, on est super réactif. Hein. Les autres, non. Hein, c'est super lent. Ils ne livrent pas bien, tout ça. Alors, vous me dites, tout le monde dit ça. Et je vous assure, hein, pour une conférence il y a peu de temps, je suis allé chercher 2 exemples que j'ai récupérés pour vous. Je suis allé voir sur le site d'Amundi, qui est le premier gestionnaire d'actifs, ce qu'ils disent, hein, on est leader et on est proche de nos clients. Ça, c'est ce qu'il y a sur leur site. Je suis allé voir Interépargne des banques populaires et eux, ils disent quoi? Ils disent, voyez ici, là, on est leader et puis on est proche de nos clients. Enfin bon.
Et faites le test, allez voir les sites de vos concurrents, comparez aux vôtres, et dites-moi franchement s'il y a un écart dans les arguments que vous mettez en avant. Vous êtes toujours leader de quelque chose. Il suffit de bien choisir son marché ou son produit ou son machin. On est toujours leader de quelque chose. Alors moi, je suis leader sur la négociation émotionnelle, bah, évidemment. Ah oui, on est toujours leader. Et donc, ça veut dire quoi? Mettez-vous à la place du client ou du prospect. Il dit, bah, c'est le même produit, c'est la même personne, enfin, c'est les mêmes avantages. Pourquoi choisirais l'un ou l'autre? Et c'est très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le commercial arrive en face du prospect aujourd'hui, la confiance dans la boîte, la confiance dans le produit, ça a été construit par le marketing. Donc ils arrivent tous avec ce niveau de confiance qui a pu être créé. La véritable différence entre les très très bons et les bons, c'est qu'ils arrivent beaucoup plus à créer la confiance dans la personne. Et dans notre monde digital, où il y a une sorte de linéarisation de l'avantage concurrentiel, de la posture produit, etc., la véritable différence, c'est le commercial, personnellement, qui va la faire. Et c'est là où on doit avoir un bon lien entre le marketing et le commerce, parce que vous allez voir à quel point ça peut être important pour le commercial de faire cette différence en s'appuyant sur ce que construit le marketing. Alors, quand on dit confiance et quand on pose la question comment construit-on la confiance, en général, on me répond il faut être honnête, il faut être candide, il faut dire les choses, il faut être authentique. Ah, je dis, ouais, mais ça, si c'était vrai, il n'y aurait pas Charles Ponzi, Bernard Madoff, enfin tous ces grands arnaqueurs qui ont réussi quand même à avoir la confiance de beaucoup de monde dans un contexte qui est très différent, mais à l'arrivée, ça donne exactement la même chose. Quelques milliards de confiance mal placés parce qu'ils n'étaient pas honnêtes, ils n'avaient pas la bonne intention, ils n'étaient pas candides, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a une sorte d'incompréhension dans le processus de confiance. On comprend très bien comment on peut perdre la confiance. Si je me rends compte que vous êtes malhonnête, que vous ne faites pas ce que vous avez dit, etc., je vais perdre la confiance. Et donc on en déduit à contrario que pour gagner la confiance, il faut faire ce qu'on dit, etc. Oui, mais alors si vous faites ça en tant que commercial, vous signez jamais. Hein. Et donc on voit bien que la confiance, c'est quelque chose qui se crée de manière extrêmement différente de la manière dont on la perd. D'accord? Donc on sait tous comment on perd la confiance. Comment on la gagne, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça veut dire quoi confiance? Confiance, ça vient du latin cum fidere. Cum fidere, ça veut dire avec foi. Et la foi, c'est croire en quelque chose sans preuve. Vous n'allez pas me contredire aujourd'hui, nous sommes dans un lieu intéressant sur le sujet. Croire en quelque chose sans preuve, c'est ça la foi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on dit qu'il faut créer la confiance, vous voyez bien qu'on rentre dans un monde qui n'est pas un monde de rationalité. Si vous pensez que vous allez créer la confiance avec des arguments rationnels, ça va être compliqué. Alors on va aller un petit peu plus loin et je vais vous livrer quelques secrets de cette découverte, de tout ce travail que j'ai fait autour des processus de décision, des processus de confiance. J'ai beaucoup étudié ce qu'on a appris en neurosciences aujourd'hui en me disant tiens, ça c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de la vente? Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de la prise de décision? Voilà, j'en ai fait un livre, ce qui fait que certainement pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui. Et donc, on va aborder trois grandes thématiques autour de ça. La première thématique, ça va être tout ce qui est confiance à travers le paraverbal. Après, comment j'influe par le verbal, et ensuite on verra les notions de contexte. Le point que je voulais faire avant ça, c'est vous rappeler que dans le monde où on est dans le monde de l'économie de l'attention. Vous savez, les gens ont de moins en moins d'attention. Je vous conseille un excellent livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui décrit comment nos jeunes n'ont que 9 secondes et demie de temps d'attention, de concentration maximum, avant d'être interrompus. Très intéressant. Et donc les dirigeants ou les prospects que vous avez, ils ont de moins en moins de temps d'attention. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, je ne vais pas revenir dessus, mais qui disent que dans mon processus d'achat, je fais 60 à 70% de mon processus d'achat tout seul, sans rencontrer un commercial. Donc, je vais aller voir les forums, je vais aller voir des pairs, je vais discuter avec des spécialistes. Et une fois que je comprends ce que je veux, je vais faire un cahier des charges. J'aurai identifié éventuellement sur les réseaux sociaux ou par Internet ou peu importe 3 boîtes qui seront capables de répondre à mon besoin. Et ça, c'est le job du marketing. Ces 3 boîtes-là, je vais les interroger et le commercial va arriver. Et je vais lui dire, voilà mon besoin. Donc, je ne vais pas lui demander ce qui est possible. Hein. J'ai déjà défini mon besoin. Et ça, c'est très important. Hein, parce que vous savez, la vente en solution, les Américains disent aujourd'hui, c'est the solution burden. C'est-à-dire
que c'est un poids. Quand vous allez voir un prospect, vous commencez à lui faire une tonne de questions pour savoir quel est son problème. Il va pas faire ça 3-4 fois avec 4 commerciaux. C'est trop pesant, quoi. Il n'a pas le temps aujourd'hui. Il n'a plus le temps. Il n'a pas envie de vous parler parce qu'il n'a pas encore confiance. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand j'arrive et que je commence à dire, bon alors monsieur, pour bien vous présenter le truc, je vais commencer par vous poser 250 questions pour bien comprendre votre problème. Et le pire de tout, c'est que son problème, il le connaît déjà. Et s'il ne l'a pas résolu, pourquoi il va le résoudre avec vous, voyez? Donc on est sur des sujets où en ce moment, le mode de vente est en train de changer. Donc 60%, je fais tout seul, je fais venir le commercial, je lui donne le cahier des charges, je lui dis, t'es capable de répondre? Il va me dire oui. Je dis, prépare ta réponse et la prochaine fois que je te vois, tu vas pitcher. Tu auras une demi-heure. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le commercial, si je fais simple, il a 2 fois une demi-heure pour faire la différence. Il se retrouve aujourd'hui dans ce monde digital exactement comme le skieur olympique, vous savez, qui prépare la descente de saut de bosse. Pendant 4 ans, il bosse. Il arrive le jour des JO, il est en haut de la piste et il a 40 secondes. 4 ans, 40 secondes. Bon, encore, il peut être médaille de bronze ou médaille d'argent. Le commercial, il n'y a pas de médaille de bronze. Tu perds l'affaire, tu perds l'affaire. Une médaille en chocolat, éventuellement. D'où l'importance, aujourd'hui, dans le monde de la vente, d'être bon au moment où il faut être bon. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir un commercial qui sort, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. C'est terminé. Donc, on est en train de retourner vers une notion intéressante où ce moment du point de contact doit être extrêmement bien géré avec une forme d'art de la relation. Et ça s'apprend. Petit point d'éthique avant d'avancer. Tout ce que je vais vous dire, vous pourriez toujours me questionner. Alors pour éviter que vous le fassiez, je vais en parler avant, sur une notion d'influence et la notion de manipulation. D'accord ? Pour faire clair, la manipulation, c'est quand on arrive masqué. Quand je ne vous annonce pas l'intention que j'ai. D'accord ? Alors, je fais juste une enquête de marché, en fait, j'ai l'intention de vous vendre quelque chose. Voilà, j'arrive masqué, etc. Vous avez des livres sur la manipulation qui sont remarquables et c'est très efficace. Je vous conseille Petit traité de manipulation à l'attention des honnêtes gens. Et vous allez voir que une population qui achète à 15% un produit avec des techniques de manipulation, elle achète à 75%. Donc ça marche. C'est pas mon propos. Mon propos aujourd'hui, c'est qu'un commercial, quand il arrive pas masqué. Il arrive pour vendre son produit. Son job, c'est de vous convaincre et donc d'être le plus influent possible. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment les méthodes d'influence quand vous annoncez l'objectif dès le départ. Et vous pouvez être influent plus ou moins. D'accord ? Et petit dernier truc, il y a 40 ans, quand un commercial vous disait alors votre voiture, vous la voulez plutôt bleue ou plutôt verte, c'était de la manipulation, l'alternative positive. Bon, aujourd'hui, c'est dans les cours de toutes les bonnes formations commerciales. Là, c'est pareil. Ce qu'on va voir aujourd'hui, dans 10 ans, à mon avis, ça sera dans les cours standards de formation. Pas encore, comme ça. Donc, l'influence par le paralangage. Je vais rapidement vous donner le secret du bonheur. C'est très important pour moi que vous ne soyez pas venu pour rien. À moins que vous connaissiez déjà le secret du bonheur. D'accord ? Non. Donc, Robert Waldinger, chercheur, 3e chercheur, il arrive sur un TED Talk. Il dit, voilà, je suis le 3e chercheur d'une étude qui a commencé il y a 75 ans. On a suivi 700 Américains tout au long de leur vie. Il y en a un qui a fini président des États-Unis. Il y en a qui ont fini milliardaires, d'autres pauvres dans le caniveau ruinés. Il y en a qui sont suicidés, peu importe. Tout au long de leur vie, on les a interrogés pour savoir s'ils étaient heureux, pas heureux, avec toute une série de questions. Et aujourd'hui, je sais ce qui rend les gens heureux. C'est pas l'argent, même si c'est pas la gloire. Ce sont les relations qu'on a tissées tout au long de sa vie. C'est les relations sociales. Et il faut comprendre ça parce que l'être humain est un être profondément social. D'accord ? C'est ancré dans votre cerveau. Vraiment. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails là-dessus, mais il faut comprendre que quand on sait ça, on en déduit très vite que une des plus grandes souffrances humaines, qu'est-ce que c'est ? Pire que la solitude. Pardon ? Pire que l'isolement. Le rejet social. Quand vous êtes rejeté socialement, vous souffrez, mais vous souffrez physiquement. Et alors bon, il y a eu des tests assez fascinants, il suffit de pas grand-chose. Vous avez deux compères dans une salle d'attente de médecins qui s'envoient une balle, vous savez, en la faisant rebondir, ils sont en face à face dans la salle d'attente. Puis un troisième, un vrai patient, qui regarde. Puis au bout d'un moment, on lui envoie la balle. Sourire et tout, il est content, il fait partie du groupe. Et au bout de 5 minutes, hop, ils arrêtent de lui envoyer la balle, ils rejouent tous les deux.
Ah, mais la tête du type, il se sent rejeté, il comprend pas, mais pourquoi? Sur un exercice de 5 minutes, où on s'envoie une balle avec des gens qu'il connaît pas. On est fait pour vivre en groupe. D'accord? Demandez à un chasseur de mammouth de la vallée du Tsungi en Sibérie il y a 30 000 ans, s'il était rejeté du clan, il était mort. Donc on est construit comme ça. Ce qui nous amène à comprendre qu'une des grandes conséquences et une des grandes erreurs dans les formations commerciales, c'est qu'en fait, on dit, t'as compris, les gens veulent se sentir aimés. Donc toi, commercial, il faut que tu montres à ton prospect que tu l'aimes. Tout le marketing est fait pour montrer qu'on est orienté sur le prospect. Et on oublie un truc. Vous savez quoi? C'est que le commercial aussi, c'est un être humain. Lui aussi veut être aimé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, qui est une dérive qu'on appelle la dérive du nice guy. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche une approbation sociale et je tombe en soumission sociale. Pourquoi? Parce que je me dis que si je confronte mon prospect, il ne va plus m'aimer. Donc, je suis toujours d'accord avec lui, je suis sympa, je suis gentil, etc. D'accord? Donc, je passe en soumission sociale. La soumission sociale, en général, ça aboutit sur une baisse de marge. Parce que quand je suis toujours en soumission, au moment où on va commencer à négocier la valeur du produit, que le prospect va mettre la pression, je vais retourner en interne et mettre la pression chez moi, mais je ne vais pas mettre la pression au prospect parce que je veux qu'il m'aime. Alors c'est très intéressant. En plus, on a un phénomène de vente en consensus aujourd'hui. Vous savez qu'on dit qu'en moyenne, sur un processus B2B, le nombre de décideurs ou le nombre de gens qui interviennent dans la décision est entre 6 et 10 personnes. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez vous faire aimer par 6 ou 10 personnes différentes? Très compliqué, quasiment impossible. Donc il faut arrêter avec ce fantasme. Et puis si on va un petit peu plus loin, il y a ce que nous disent les neurosciences, c'est que le processus de décision se fait quand vous avez deux neurotransmetteurs qui se mélangent dans votre esprit, la dopamine et la neuropinéphrine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui vous prépare à avoir du plaisir. Vous rentrez chez vous, il y a un pot de Nutella dans le frigo, là vous avez de la dopamine qui se génère dans votre esprit. Et croyez-moi, vous avez beau vous raisonner, vous allez voir que c'est le pot de Nutella qui va gagner. Parce que l'émotion est toujours plus forte. Deuxième point, la neuropinéphrine. La neuropinéphrine, c'est ce qui vous prépare au combat, à la lutte, à la fuite. Vous voyez, c'est ce qui vous fait bouger, c'est ce qui vous fait sortir du statu quo. Il n'y a pas de décision s'il n'y a pas ces deux neurotransmetteurs. Donc vous voyez bien que si j'ai un commercial qui est nice guy, qui est toujours gentil, qui ne met jamais la pression, qui ne va jamais confronter le prospect, il n'y a pas de signature. En tout cas, ce n'est pas lui qui la déclenche. Complètement passif. Et donc, voilà, comprendre ça, c'est déjà comprendre quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences? C'est que le nice guy, on sait aujourd'hui pourquoi ça ne marche pas bien. D'accord? Ce qui m'amène, puisqu'on parle de neurosciences, à ce sujet fascinant. Antonio Damasio, vous connaissez peut-être, il a écrit un bouquin que les Français n'aiment pas trop, ça s'appelle L'erreur de Descartes. Et dans l'erreur de Descartes, il nous explique que l'être humain n'est pas un être de raison et des émotions. C'est d'abord un être émotionnel qui ensuite post-raisonne. D'accord? Il justifie ses décisions. Et donc, un de ses patients, notamment, avait une rupture cérébrale, il avait perdu toute émotion. Ce qui est très gênant. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'ayant perdu ses émotions, il était devenu incapable de prendre la moindre décision. Qu'est-ce que je mets comme cravate? Qu'est-ce que je vais manger? Etc. Il pouvait manger, il pouvait discuter, il pouvait argumenter, mais au moment de décider, impossible. Il n'y a pas de décision sans émotion. Toute décision est d'abord émotionnelle. Ça a été démontré par la science. On peut aller beaucoup plus loin. Vous savez que votre cerveau s'est développé par céphalisation successive. Et que le cerveau reptilien, qui était le cerveau des reptiles il y a 400 millions d'années, vous l'avez encore à Basic-Crâne. Et qu'ensuite, vous avez le cerveau limbique, émotionnel, etc. Et que le processus de décision, aujourd'hui, c'est un aller-retour dans tout ça, mais la vraie décision, elle se passe au niveau du cerveau reptilien, qui communique avec le cerveau émotionnel, assez peu avec le cerveau rationnel. D'ailleurs, vous voyez bien quand vous avez une expérience d'achat, vous rentrez, je ne sais pas, peu importe, dans une boutique, il y a le dernier smartphone qui vous plaît, et puis tout d'un coup, votre cerveau cortical se met en route. Mais non, tu n'en as pas besoin, ça coûte cher, tu as d'autres trucs à acheter, etc. Donc celui qui vous empêche d'acheter, c'est le rationnel, d'accord? C'est jamais celui qui vous pousse à acheter. Le processus de décision, le processus d'achat, le processus où j'avance, quel que soit le business, B2B, B2C, etc., c'est d'abord le cerveau émotionnel, le cerveau reptilien. Il y a un test qui s'appelle le test de Libet. Test de Libet, on sait 300 millisecondes avant la personne, avant qu'elle en ait conscience, on sait qu'elle a décidé. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'en regardant votre cerveau, je sais avant vous que vous avez décidé. Parce que votre processus de décision, il est d'abord inconscient.
C'est fascinant ça. Je vous laisse réfléchir aux implications philosophiques de tout ça. Quand quelqu'un est en anesthésie générale avant une opération, son cerveau consomme 90% de quand il est réveillé. C'est-à-dire que votre cerveau conscient consomme 10% de votre énergie. C'est d'abord le cerveau inconscient qui gère la plupart de vos émotions, de votre réflexion, de votre mode de... Vous avez ce qu'on appelle the unconscious thought theory de ce garçon-là dont le nom est très compliqué. Ça. Je ne vais pas le prononcer parce qu'à chaque fois je l'écorche. Mais qui vous dit que sur un processus simple, vous pouvez vous concentrer et prendre une bonne décision. Sur un processus complexe, ça ne marche pas. Si vous vous concentrez en disant est-ce que je dois marier avec cet homme-là ou avec cet homme-là, avec cette femme-là, ouais, ou est-ce que je dois investir, aller dans tel job ou tel job, vous pouvez vous concentrer autant que vous voulez, vous prendrez la mauvaise décision. Par contre, si vous vous concentrez un peu, vous faites autre chose, vous allez à la piscine, etc., vous laissez votre inconscient décider, vous prendrez une bien meilleure décision. Parce qu'on n'est pas dans du cause à effet, on est dans des choses qui sont systémiques et qui sont complexes. Donc il faut laisser l'inconscient travailler, c'est extrêmement important. Et le dernier point, très important, on va revenir dessus, l'inconscient, c'est l'esprit critique. D'accord ? C'est ce qui fait que vous analysez ce que je vous dis, le conscient, et que vous laissez passer les messages ou pas, que vous laissez passer les informations à votre inconscient, qui lui va décider. D'accord ? Donc vous allez voir que tout le travail du vendeur, c'est d'éviter l'esprit critique pour aller taper directement dans l'inconscient. Ce qui est aussi le travail du marketing, en l'occurrence. Et donc les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font les meilleurs ? Les meilleurs, ils ne s'adressent pas au cerveau cortical qui décide rien du tout, ils ne s'adressent pas à la logique, à la raison. Ils s'adressent au cerveau qui décide, c'est-à-dire au cerveau reptilien. Et là, il y a plusieurs choses. Ils comprennent que le cerveau reptilien, il est là pour vous sauvegarder, pour économiser votre énergie. Et donc, il faut absolument le rassurer. Ils sont très rassurants. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites erreurs techniques. C'est qu'on oublie que le commercial, lui aussi, il a un cerveau reptilien là. Et que lui aussi, il veut être rassuré. Et donc, on arrive sur une grande erreur en termes de formation commerciale ou de démarche marketing et commerciale. Et vous l'avez tous connu, peut-être que maintenant vous l'évitez, mais elle était bien connue, c'est que si moi j'ai besoin d'être rassuré, quand j'arrive chez le prospect, de quoi je parle pour être rassuré ? De ce que je connais. Ça me rassure de parler de ce que je connais. Et qu'est-ce que je connais ? Moi, mon entreprise, ma boîte, on est les plus beaux, les meilleurs, etc. Sauf que quand vous faites ça, vous endormez le cerveau reptilien de l'autre qui lui s'intéresse à lui seulement. D'accord ? Et donc au moment où vous allez faire votre pitch, le gars en face il dort, pas celui qui décide. C'est gênant. Très gênant. Dernier point, Alex Pentland, chercheur à MIT, très intéressant. Il fait une expérience, il a 50 MBA qui arrivent en fin de... C'est des exécutifs MBA, des professionnels, qui ont le droit de pitcher, donc qui ont le droit de faire un oral d'appel d'offres, et ils le font dans une salle au MIT, avec des chercheurs autour qui regardent la vitesse, la tonalité, la manière dont ils parlent. Ils ne savent pas ce qui est dit, hein. Ils ont juste des capteurs sociaux qui enregistrent le timing, etc. Ils regardent les interactions. Et les mêmes dossiers qui sont pitchés à l'oral sont envoyés partout aux États-Unis sans des clubs de business angel. Et il y a 3 leçons très intéressantes. Les dossiers qui sont choisis à l'écrit et à l'oral sont différents. Donc il y a 5 dossiers sélectionnés par le business angel. Les 5 dossiers où il y a un oral ne sont pas les dossiers qui ont été choisis à l'écrit. C'est-à-dire que la rationalité de l'écrit cède le pas à la relation orale. Deuxième leçon, les chercheurs du MIT ne savent pas ce qui est dit, mais ils disent, nous, compte tenu de la tonalité, de l'énergie, des échanges, on pense que c'est 5 dossiers qui vont être choisis. Résultat, c'est 100% de réussite. C'est ces 5 dossiers qui sont choisis. Et quelques années après, ce sont les dossiers choisis à l'oral qui performent plus que les dossiers choisis à l'écrit. Donc ça veut dire quoi ? Il y a 5 ans, je vous aurais dit, vous savez, l'oral, ça joue au moins pour 30% de votre proposition de valeur. Aujourd'hui, je vous dis, ça joue sur 100% de votre proposition de valeur. 100%. Vous pouvez faire la différence à 100% sur l'oral. Mais qu'est-ce que ça nous dit surtout, cette expérience ? Ça nous dit que c'est pas ce que vous dites qui est important. C'est comment vous le dites. À quel moment. Et là, on est sur un truc qui est essentiel. Quand on a compris ça, on a compris déjà beaucoup de choses sur la performance commerciale. L'influence par le langage, je voudrais vous parler juste très rapidement de Milton Erickson, qui est un chercheur, enfin pas qui est un chercheur, qui est un psychiatre, le plus grand psychiatre du XXe siècle. Il a développé la notion d'hypnose ericksonienne. Et notamment, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que je peux vous parler comme ça à votre conscient et faire passer des commandes à votre inconscient. D'accord ? Et il le démontre de différentes manières. Donc votre inconscient peut entendre des commandes induites que votre conscient n'entend pas. Et donc pour vous prouver ce point, je suis allé récupérer une vidéo
qui est une vidéo de Darren Brown. Darren Brown, c'est un mentaliste sur Channel 4 en Angleterre, d'accord ? Et en fait, il a enregistré une demi-heure de bande qui passe dans un centre commercial. Et dans cette bande, il explique qu'il va y avoir une grosse promotion. Et en même temps qu'il parle, il envoie des commandes à l'inconscient des quelques milliers de personnes qui sont dans le centre commercial. D'accord ? Donc il envoie ses commandes, la bande passe pendant une demi-heure. Donc ça c'est les Darren Brown. Et au bout d'une demi-heure, il va prendre le micro et vous allez voir, il va leur dire « Faites-le maintenant ». On ne sait pas quoi. Il va juste dire « Faites-le maintenant ». Et normalement, si l'inconscient des gens a été sensible à cette commande, ils devraient le faire. Voilà, donc on espère que vous avez eu une super shopping expérience. Voilà, une offre très spéciale aujourd'hui. Ceux qui veulent la saisir peuvent aller facilement au pied de l'élévateur, enfin de l'ascenseur. Voilà, c'est valable pour une petite période de temps. Assez fascinant quand même. Hein, donc vous avez 40-50% des gens qui lèvent la main parce qu'ils ont reçu la commande. Après vous avez ceux qui la lèvent. Voilà, j'étais en train de faire des courses avec ma copine, tout d'un coup ma main s'est levée, c'était super embarrassant. D'accord. Donc assez fascinant quand même. Et si je peux faire ça, enfin s'il peut faire ça dans un centre commercial, qu'est-ce que ça veut dire dans une relation commerciale ? Comment on peut gérer ça ? C'est assez intéressant. Alors rassurez-vous, hein, on ne cherche pas à transformer les commerciaux en mentalistes, mais je vais vous donner quand même quelques petites techniques qui sont intéressantes, qu'on appelle des formules conversationnelles, qui permettent d'aller impacter l'inconscient, d'aller influencer en essayant d'éviter cet esprit critique. Alors on ne va pas tout voir, hein, on n'a pas le temps, on va voir quelques-unes, notamment il y en a une que j'aime bien, c'est les présuppositions. Figurez-vous que la plupart des commerciaux qui ont lu mon livre pensent qu'il suffit d'avoir compris la puissance des techniques du livre pour faire la différence. Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est de pratiquer. Mais c'est de pratiquer, vous voyez, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Moi, je vais vous poser 2 questions sur ce que je viens de dire. D'accord ? Je vais vous l'afficher quand même, que vous ayez bien en vue. Ma première question va être très très simple. La deuxième question va être un peu plus compliquée. Les commerciaux imaginent souvent qu'il suffit de comprendre la puissance des méthodes du livre pour faire la différence, alors que comprendre n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de pratiquer jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Première question très simple, quel est le message que je vais vous faire passer ? Très simple. Pratiquer pour en faire un réflexe ? Ok. Alors là, c'est très intéressant. On va juste faire un petit exercice très vite, si vous voulez. Est-ce que... alors, si vous avez pas mal à l'épaule, je vous propose de faire comme moi. Non, ça m'ennuie que personne n'ait réussi quand même. Mais non, ça veut dire que vous n'êtes pas concentré, quoi. Hein. Qu'est-ce que ça démontre, ça ? Ça démontre que j'ai exactement ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'en fait, j'attire votre esprit critique, j'attire votre attention sur il faut pratiquer pour en faire un réflexe. Vous dites, bah oui, il faut pratiquer. Oui, bah alors combien de temps, machin, etc. Mais moi, le message important, c'est pas ça. C'est quoi le message important ? C'est la puissance des méthodes de ce livre. Mais vous voyez bien que si j'arrive en vous disant, vous savez, j'ai un livre qui a des méthodes hyper puissantes, votre esprit critique, vous dites, mais pour qui il se prend n'importe quoi, etc. Donc, tout mon travail, c'est d'attirer votre attention sur un sujet qui n'est pas important pour moi. En plus, j'ai triché, je vous dis, j'ai 2 questions, une facile, machin, pour vous poser pas trop de questions, donc je vous ai un peu influencé aussi, mais vous voyez l'idée ? L'attention. Donc là, j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas entendu. Mais vous voyez bien aussi que je peux ne pas dire des choses que vous allez entendre. C'est une autre manière de travailler. Voyez ? Par exemple, vous êtes un soir de printemps à côté de votre conjoint, la fenêtre est ouverte, vous regardez la télé et il ou elle vous dit « T'as pas froid ?» Qu'est-ce que vous entendez ? « Va fermer la fenêtre !» Ben oui, c'est pas dit, hein. Mais bien sûr, un prospect vous dit « Vous avez rendez-vous à quelle heure ?» Qu'est-ce que vous entendez ? « T'es en retard !» Évidemment. Alors là, elle est plus intéressante. Le manager dit à son collaborateur, tu sais, cette année, je ne peux pas t'augmenter, donc je te file une prime. Tu sais, cette année, je ne peux pas t'augmenter, donc je te file une prime. Qu'est-ce que j'entends ? J'entends, bah alors l'année prochaine, tu auras une augmentation. Donc l'année d'après, donc tu m'augmentes cette année ? Ah ben non plus. Mais tu m'as dit l'année dernière. Mais non, j'ai pas dit. Mais si, tu m'as dit. Mais non, tu m'as dit. Ouais. Oui, le problème de l'induction. Après, vous savez, il y a les passifs agressifs. Quand vous partez à 17h, t'as pris ton après-midi ? Sous-entendu, t'es vraiment un feignant, hein ? Non, mais je plaisantais. Vous voyez l'induction ? Et vous pouvez induire
vous, sans le dire, un état, par exemple, d'esprit positif. Comment vous faites? Imaginez, vous êtes recruté, vous êtes en face de recruteur, par exemple simple, il a votre CV sous les yeux, vous arrivez, vous dites je suis vraiment très content d'être ici, puisque vous avez mon CV, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui fait que je suis ici? Et il va chercher ce qui lui a plu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le mettez dans un état d'esprit positif. Il faut comprendre que toute décision dépend de ce qui s'est passé dans le quart d'heure avant cette décision. Et ce quart d'heure avant, c'est le commercial qui le maîtrise. Pseudologique, je vais passer rapidement. Le cerveau fonctionne en cause à effet. Vous voyez, cause-effet. Et donc, il y a eu des tas de tests fascinants, notamment le test des photocopies. C'est Helen Langer qui a fait ça dans les années 70. Vous avez une photocopieuse, vous avez 10 personnes, puis vous avez une personne qui arrive et qui dit « Vous pourriez me laisser passer ?» 60% laissent passer. Pourquoi 60%? Parce qu'on est des êtres sociaux, ça vous l'avez compris. Si elle dit « Vous pourriez me laisser passer parce que je suis très en retard ?» 93% des gens laissent passer. C'est fascinant. Mais là où c'est tout à fait fascinant, c'est quand la personne arrive en disant « Vous pouvez me laisser passer parce que j'ai des photocopies à faire. » Comme les 10 autres. 93% des gens laissent passer. Parce que j'ai dit « parce que ». Et que mon cerveau, il aime bien, quand on dit parce que, il dit parce que, ok. Et donc, et pourquoi, c'est pourquoi, etc. Donc vous voyez bien la pseudologique, vous voyez comment les hommes politiques font, c'est très intéressant. À partir du moment où vous mettez parce que, etc., ça fonctionne. Et pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que quand je fais ça, je sature l'esprit critique de mon interlocuteur et je peux lui faire passer des messages induits. C'est intéressant. La négation positive. La négation positive. Vous savez que le cerveau ne procède pas de la négation. Si je vous dis, n'imaginez pas un piano blanc à queue avec un pianiste en smoking rose, arrêtez. Vous êtes obligé de l'imaginer pour ensuite ne plus l'imaginer. Et donc, il y a des gens qui en profitent. Je ne sais pas si ça va démarrer là-dessus. Attends, je vais voir si... Hop. Mais ça, vous avez dû le voir aussi. Ce magnifique débat. Écoutez bien. Madame Le Pen, je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière. Je ne vais pas vous le dire. Non seulement d'un nom. Je ne vais pas vous dire. Je vais pas vous le dire. Que vous revendiquez même cet héritage. Et pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Eh ben non. C'est pour ça que je vous l'ai pas dit. Mais à partir du moment où je dis que je vais pas vous le dire, vous ne méfiez pas. Donc votre esprit critique s'endort. Je ne vais pas vous dire qu'on est la meilleure entreprise, qu'on a le meilleur produit, etc. Parce que c'est pas ça le sujet. Ce qui est important, c'est, voilà. Et donc, hop, l'inconscient de l'autre a entendu, vous êtes les meilleurs, les plus beaux, etc. Alors que si vous arrivez en disant, vous savez qu'on est les plus beaux, les meilleurs, hop, l'esprit critique se met en route, vous voyez? Intéressant. Non. L'ambiguïté. Je vais passer rapidement, mais vous savez que l'ambiguïté, ça peut être intéressant commercialement pour faire une vente one-shot. Et l'ambiguïté, ça touche tout le monde. Par exemple, vous avez votre enfant, vous lui dites, tiens, va faire des courses à l'épicerie. Tu vas me prendre une bouteille de lait, et s'ils ont des œufs, tu m'en prends 6. Et là, votre enfant revient 10 minutes après avec 6 bouteilles de lait. Et mais qu'est-ce que ça fait? Et là, il vous dit, ils avaient des œufs. Ambigu. Vous savez combien de fois vous mentez dans les 10 premières minutes d'une rencontre? Combien de fois vous mentez? En moyenne. 3 fois, en moyenne. J'évite que vous répondiez, parce qu'il y en a qui répondent 10 et c'est horrible après pour le reste de la journée. 3 fois. Pourquoi? Pour paraître plus agréable, plus compétent, plus machin. Et puis c'est des mensonges étranges. Une fois, quand j'étais à Harvard, j'ai discuté avec les étudiants américains qui me disaient, mais vous les Français, vous êtes super bons en maths. D'ailleurs, vous avez gagné 3 ou 4 médailles Field. Vous savez ce que c'est la médaille Field? C'est un peu le prix Nobel, mais pour les mathématiques. D'accord? Donc vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un truc, je vous ai dit quand j'étais à Harvard. Si je dis pas plus que ça, dans 3 mois, vous allez dire, j'ai vu un gars, l'IMF, il a fait Harvard. Pas du tout, j'étais en vacances à Boston, je suis allé à Harvard, j'ai discuté avec des étudiants. Bon, et après, je vous parle de la médaille Field dont tout le monde se fout, juste pour attirer votre attention sur autre chose, vous voyez, et que vous oubliez ce que je vous ai dit. Toujours le même principe, vous comprenez? Donc l'ambiguïté, voilà, pour le name dropping, le machin, tout ça, c'est méthode intéressante. On va accélérer un petit peu, dernière partie. Le contexte. Vous êtes influencé. Tout ce que je vous dis est influencé par un contexte. Quel contexte? Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un avion, vous avez une hôtesse de l'air qui passe, et il y a un gars avec son ordinateur en train de travailler. Cas que j'ai vécu. Et l'hôtesse dit, monsieur, il faut éteindre tous les appareils électroniques. Et là, le gars la regarde, dit, oui, bien sûr, madame, mais il n'y a aucun problème, je suis en mode avion. Et oui, bien sûr, je n'en doute pas, mais il y a un règlement, il faut éteindre l'électronique. Je suis ingénieur Airbus, moi j'ai construit la moitié du truc, il n'y a aucun problème, je vous assure.
Oui, monsieur, bien sûr, vous êtes ingénieur bus. Moi, je suis hôtesse de l'air sur Air France. Il y a un règlement, il faut éteindre. Qui a gagné? Ben oui, l'hôtesse. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui essaye d'imposer une discussion dans un contexte scientifique et l'autre qui est dans un contexte réglementaire. Et le réglementaire, dans ce cas-là, gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quel contexte vous arrivez quand vous êtes dans une discussion commerciale? Alors, il y a tout le boulot du marketing qui vous amène dans un certain contexte, mais il y a aussi tout le travail que vous allez faire vous. Et vous voyez bien, par exemple, que si vous êtes dans un contexte analytique, et moi je suis un responsable achat, c'est ce que je vais faire, hein, je vais avoir une grille, et je vais essayer de vous mettre dans un contexte analytique. Et bien, comme vous avez compris maintenant que toute vente est d'abord émotionnelle, vous, commercial, vous avez perdu. Le seul job que vous pouvez faire, c'est de sortir le gars de sa démarche analytique pour la mettre dans une démarche émotionnelle. C'est un garçon qui s'appelle Jérôme Brunner qui explique en plus que le paradigmatique et l'analytique ne fonctionnent pas en même temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'émotion, vous n'êtes pas dans le rationnel, et inversement. Donc tout le job du commercial et du marketing, c'est d'amener la personne sur un référentiel qui soit un contexte émotionnel. Ça m'a coupé là? C'est quoi la stratégie? Ah, c'est moi qui ai fait une bêtise, hein? Ah, mais attendez, je vais retourner. Hop. Ça va si ça fasse, hein, si je fais ça ou pas? Dis-moi, moi je fais ça. Il y a un bouton piège en fait, il y a un bouton piège. Ça va refonctionner là? Pardon? Hop. Ah non, on va pas recommencer du début, si? Hein? Ok, on va accélérer alors. L'autre exemple que je voudrais vous montrer, ça se passe à une sortie d'université. Et vous avez deux sorties, et ils ont installé deux tables. Et sur ces tables, il y a ce qu'on appelle des confitures. Vous voyez ce que c'est, confiture? Okay. C'est la marque Wilkinson. Et sur une des tables, ils ont installé 24 pots de confiture avec des goûts incroyables. Hein. Figues, raisins, citron, mangue, enfin bon. Et de l'autre côté, ils en ont installé que 6. Et les gens passent, ils ont le droit de choisir de goûter 2 confitures en échange d'un bon de réduction, etc. Là où il y a 24 confitures, 60% des gens s'arrêtent. Là où il y en a 6, 40% des gens s'arrêtent. Donc évidemment, plus il y a de confitures, plus ça m'intéresse. 30% des gens achètent là quand même. Hein. Et là, 3%. Ben oui, parce que ça va fatiguer votre cerveau, vous voyez, 24, voilà. Et votre cerveau reptilien qui décide, il économise l'énergie. D'accord? Donc résultat, j'ai mis 6 confitures, mais j'en ai vendu 12, quand lui, il en vend 2. En réfléchissez en marketing à la qualité, au nombre d'options que vous mettez sur vos produits. Enfin, je trouve ça intéressant. Si vous voulez empêcher la personne de décider, c'est intéressant. Ego depletion, vous avez peut-être entendu parler. Ça se passe dans une cour de justice israélienne. Du matin jusqu'au soir, il y a des gens qui viennent pour demander leur libération sous parole. D'accord? Le taux de libération sous parole est de 37%. À 9h du matin, il est de 90%. À midi, il est de 0. Et ça décline comme ça. On va manger à 14h, on repart à 80%, et à 18h, on est à 0. C'est-à-dire que le gars qui demande à être libéré, s'il passe à 11h30, il est quasiment sûr de rester en prison. Pourquoi? Parce que mon cerveau est fatigué. Donc, décider, c'est de l'énergie. Donc, je ne veux pas prendre de risques. Donc, statu quo. Donc, tu restes en prison. Vous me suivez? Bon, maintenant, imaginez, vous êtes à un appel d'offres, vous passez le dernier jour à 11h30. Ben, je peux vous dire que si vous avez le même discours, si vous passez le premier jour à 9h, c'est que vous n'avez pas bien compris comment passent les processus de décision. Vous avez intérêt à adapter votre proposition. Contexte de décision, vous avez entendu parler du nudge. Richard Thaler, prix Nobel d'économie, dernier point. Le nudge, c'est l'environnement. Il faut que j'arrête, c'est ça? 30 secondes? Allez. Aéroport de Schiphol, ils ont des coûts énormes de nettoyage, ils ont beau mettre des pancartes, etc. Dans les urinoirs masculins, tout le monde pisse à côté, si vous me permettez l'expression. Ils décident de mettre une mouche dans l'urinoir. Réduction des coûts, 80%. 80%, d'accord? Donc si vous arrivez à faire du nudge avec vos clients, vous éviterez un phénomène de réactance. Dernier point, vous pouvez créer un contexte dans la conversation. Par exemple, dans une vente de charité, le don moyen doit être de 60 €. D'accord? Si vous dites une petite phrase avant de demander le don, est-ce que vous voulez donner le don moyen est de 4 €, vous passez de 60 à 20. Si vous dites vous pouvez donner le don moyen est de 400 €, vous passez de 60 à 120. Juste parce que j'ai fait cette petite phrase avant. D'accord? Vous créez les conditions de la décision dans le contexte, dans la conversation. C'est vraiment important de comprendre ça. Voilà, conclusion. Dans la vie,
jusqu'à ce que vous ayez fini vos études, on vous apprend quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes. Si tu as des bonnes notes, tu auras une bonne école. Si tu as une bonne école, tu auras un bon diplôme. Si tu as un bon diplôme, tu auras un bon travail. On vous dit quoi? Dans la vie, tu obtiens ce que tu mérites. Et dès que vous arrivez dans la vie professionnelle, c'est terminé. C'est plus comme ça. Dans la vie, on obtient ce qu'on est capable de négocier. Et là, vous pouvez me faire confiance sur ce point-là. Voilà, merci beaucoup.